Dans la capsule aujourd'hui, je veux intervenir ou réagir sur une entrevue radiophonique que l'ancien joueur de hockey, Georges Laraque, a donnée à Richard Martineau. Cette entrevue a eu lieu le 26 mai 2020 sur les ondes de QUB Radio et il y avait un petit résumé de l'entrevue sur la version web du Journal de Québec. Lors de cette entrevue, Georges Laraque racontait son histoire face à la COVID. Donc, on sait qu'il a été lui-même infecté par ce virus. Il a été hospitalisé quelques jours. Il en est guéri, il va très bien maintenant. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Cependant, dans cette entrevue, Georges mentionne qu'il est contre la vaccination. Donc, je veux revenir sur certains éléments qui ont été mentionnés par lui, parce que plusieurs éléments qu'il mentionne sont vrais. Mais je crois qu'il manque certains éléments dans son raisonnement ou son approche face à la vaccination. Donc, c'est là-dessus que je veux revenir. Tout d'abord, et je trouve ça important de le mentionner, ma capsule n'est pas là pour soit ridiculiser Georges Laraque ou m'en prendre à lui ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour amener un point de vue différent face à la vaccination. Georges Laraque est quelqu'un que je respecte beaucoup. J'ai aimé le suivre dans sa carrière dans la Ligue nationale de hockey, particulièrement quand il était joueur des Oilers d'Edmonton. On est des gars du même âge, donc j'ai suivi sa carrière du début à la fin. Georges Laraque, c'est quelqu'un qui a des bonnes valeurs, qui défend la cause environnementale, qui est contre la cruauté envers les animaux. Ces deux éléments-là étant ensemble, il est devenu vegan. C'est quelqu'un qui a le cœur, je crois, à la bonne place, qui a des bonnes valeurs. En fait, si vous écoutez l'entrevue, on réalise, bon, il a attrapé la COVID en rendant service à des gens, donc en allant faire l'épicerie, quoi que ce soit. Donc, il s'est mis lui-même, on va dire, en danger pour aider les autres. Et non seulement ça, ça a été quelque chose de bien qu'il a fait, c'est que lorsqu'il a appris qu'il était positif à la COVID, il a contacté toutes les personnes à qui il avait rendu service, donc à qui il avait livré de l'épicerie, pour s'assurer que ces personnes-là n'avaient pas elles-mêmes été contaminées. Et heureusement, personne ne semble l'avoir été. Donc ça a été un geste très noble. Donc, juste dire ça en commençant, que c'est rien de personnel contre Georges. Cependant, être une bonne personne, être quelqu'un de populaire, c'est bien, mais ça ne fait pas nécessairement de nous quelqu'un qui est un expert dans la vaccination et ça ne nous met pas à l'abri, parfois, de quelques contradictions. On écoute quelque chose. C'est quand ils m'ont amené à l'hôpital, parce que quand j'ai été décelé positif à l'hôpital, ils m'ont forcé d'aller dans une ambulance pour m'envoyer à Charlemagne. Moi, j'ai arrêté correct chez moi avec parce que j'étais asthmatique avec des puffers, puis il n'y avait pas de confinement chez moi. Mais j'imagine pour rentrer dans le système, ils m'ont envoyé là-bas. Mais j'ai jamais eu peur pour ma vie du tout. C'était vraiment pas si pire que ça. Écoute, dans la chambre, je faisais des squats, je faisais des exercices, même si j'avais de l'oxygène dans le nez. Je bougeais, je sautais partout. Les deux personnes âgées qui étaient dans la chambre me regardaient et étaient là, c'est quoi? Il est fou, ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait là? Ça a affecté mes poumons pas mal. J'ai... Excusez-moi. J'ai 2 pneumonies dans les poumons en ce moment. J'ai de l'oxygène qui passe dans les narines pour que je puisse respirer. Puis je vais devoir rester à l'hôpital pendant un bon bout de temps. Ça va prendre très longtemps avant que mes poumons se rétablissent. C'était fou parce que juste avant que ça arrive, je m'entraînais pour un marathon. Je courais 5-6 fois semaine, à peu près 10 km à la fois tous les jours. Puis là, je suis pas capable de me lever sans être essoufflé pendant 30 secondes. Ça n'a aucun sens, j'ai plus de cardio. En 1 semaine, j'ai tout perdu déjà à cause de ça, mais au moins, je suis encore en vie. Puis je sais que je vais passer au travers, mais c'est vraiment difficile. Puis ceux qui pensent que c'est des complots de gouvernement, cette maladie-là, je vous confirme tout de suite que non, ça n'est pas une. C'est assez sérieux. Faites attention, pognez-le pas parce que ça fait mal en crime. Ça fait vraiment mal, c'est vraiment tough. Donc ça, c'était juste un petit clin d'œil, mais juste pour montrer que parfois on a la mémoire courte.
Puis mémoire courte, je pourrais parler de santé, de vaccins. Quand on pense aux vaccins, plusieurs gens de mon entourage, des amis, de la famille, parfois me disent « Ah ben là, pourquoi je me ferais vacciner? Je connais personne qui a eu la rougeole. Je connais personne qui a eu la polio. » Oui, c'est une bonne chose que vous connaissiez personne qui ont eu ces maladies-là, justement parce que ces personnes-là ont été vaccinées. Si personne ne l'était, on connaîtrait encore des gens, on verrait des gens tomber malades de la polio, de la rougeole, de la coqueluche, etc. Donc, il faut garder en tête que ces maladies-là contre lesquelles on vaccine, on le fait pour une bonne raison. Okay? Ces maladies-là causaient, et probablement causent encore des problèmes. Il y avait beaucoup de mortalité infantile, donc il ne faut pas négliger ou oublier l'importance qu'ont eu et qu'ont encore les vaccins. Revenons à l'entrevue de Georges. Dans l'entrevue, Georges mentionne que l'être humain, que l'humanité, dans le fond, a survécu des milliers d'années sans vaccin. C'est absolument vrai. L'humanité a traversé bien des épreuves sans vaccin. En fait, les vaccins, ça fait peut-être 200 ans que ça existe. Mais si on regarde ça de cette façon-là, ça limite un petit peu la portée ou l'importance que les vaccins ont eu. Si on pense aux épidémies passées, je pense à la peste noire au 14e siècle, qui a décimé entre 25 et 50% de la population en Europe. Oui, l'humanité a passé à travers, mais il y a un continent en entier qui a perdu la moitié de ses habitants parce qu'on n'avait pas les moyens de prévenir l'infection ou de la guérir correctement. Si on pense à d'autres épidémies, là il y en a eu plein, les épidémies de variole, plus près de nous, de notre époque, du moins dans les années 70, la variole qui tuait jusqu'à 30% des personnes qu'elle infectait. Cette infection-là, cette maladie-là, on l'a enrayée, on a éliminé le virus de la surface de la planète en vaccinant les gens. Donc ça, c'est quand même majeur. Puis si on dit aussi, bon, l'humanité a survécu sans vaccin, ben, l'humanité a survécu ou s'est rendue jusqu'ici aussi sans pompe à asthme. Mais si je me rappelle bien, Georges Larac est lui-même asthmatique, donc il utilise ces médicaments-là. Pour reprendre l'expression qu'il utilise dans l'entrevue, il prend ses puffers, donc ses pompes à asthme. Mais l'humanité a survécu sans ça. L'humanité a survécu sans greffe de poumon, de rein, de cœur. L'humanité a survécu sans pacemaker. L'humanité a survécu sans insuline. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire tout ça? Ça veut dire que les gens diabétiques peut-être mourraient plus tôt. Il y a plus de gens qui mourraient de problèmes cardiaques. Il y a plus de gens qui mourraient de plein d'autres causes. Il y a des gens qui mourraient peut-être de l'asthme. Donc, dire que l'humanité a survécu sans ça, ben, c'est un peu plate pour les personnes qui ont peut-être un problème qui est génétique, qui ont peut-être un problème qu'ils ont développé avec le temps. Donc, je trouve ça un petit peu triste de limiter notre réflexion à l'humanité a survécu sans ça. Si je donne d'autres exemples de pandémie, on peut penser à la grippe espagnole dans les années 1900 à 1920. Qui a tué entre 50 et 100 millions de personnes. C'est plus que la guerre qui venait de se terminer. C'est épouvantable. Donc, probablement qu'à cette époque-là, on aurait souhaité avoir un vaccin pour limiter la propagation, limiter le nombre de cas et limiter aussi le nombre de décès. Même principe avec plein de maladies qui circulent dans le monde présentement. Tuberculose, il y a un vaccin qui existe, mais c'est pas tout le monde qui le reçoit, et il y a quand même des millions de personnes qui meurent à chaque année de la tuberculose. Pensons au VIH. Moi, je suis né dans les années 70, j'ai vu l'émergence de l'épidémie ou pandémie même de VIH. Il n'y a pas encore de vaccin. Oui, on contrôle mieux maintenant les symptômes de la maladie. Les gens qui sont séropositifs peuvent avoir une meilleure qualité de vie, mais si on avait un moyen de prévenir l'infection, ce serait génial. Donc, encore une fois, oui, l'humanité a survécu sans vaccin, mais est-ce que c'est un plus pour l'humanité? Je crois que oui. Puis un autre point que Georges mentionne dans son entrevue, c'est que l'être humain a la capacité de lutter contre ces micro-organismes-là. Encore une fois, si on s'en tient seulement à la phrase comme telle, je suis parfaitement d'accord. Oui, on a un système immunitaire qui est apte à lutter contre n'importe quel micro-organisme.
Mais encore une fois, ce n'est pas tous les humains qui sont égaux à ce niveau-là. Okay? Pensons par exemple à quelqu'un qui développe le cancer et qui fait de la chimiothérapie. Cette personne-là va avoir un système immunitaire plus faible, donc va être plus vulnérable aux infections. Si on pense aux bébés naissants, okay? Même si les parents sont pro-vaccin, les bébés naissants ne peuvent pas recevoir leur premier vaccin avant quelques mois. Donc, ça fait en sorte que ces enfants-là sont vulnérables. Donc, si tout autour d'eux, leurs parents, les amis de leurs parents, etc., frères et sœurs ne sont pas vaccinés, ben ça fait plein de personnes qui sont de potentiels vecteurs et qui pourraient transmettre une infection à un bébé naissant. Pensons à la rougeole, à la coqueluche, au rotavirus. Le rotavirus, c'est un virus qui cause de graves diarrhées chez les bébés et qui tue des dizaines, des centaines de milliers d'enfants à travers le monde, surtout dans les pays en développement. Mais ici, on reçoit des vaccins, c'est des vaccins oraux dans ce cas-là, qui protègent les enfants. Donc, enfants naissants, personnes qui sont atteintes d'un cancer, qui font de la chimiothérapie, il y a des personnes aussi âgées, on le voit très bien, là, qui sont plus vulnérables, qui ont un système immunitaire plus faible. Il y a aussi des gens qui naissent avec des immunodéficiences. Donner un exemple assez précis, là. Il y a un syndrome qui s'appelle le SCID, okay? C'est l'acronyme en anglais, mais c'est un déficit immunitaire combiné sévère. Donc, les gens naissent avec l'incapacité de produire certaines cellules immunitaires. Donc, ces personnes-là, de un, ne peuvent pas lutter contre des virus, des bactéries, du moins ont beaucoup de difficultés à le faire. Mais en plus, on ne pourrait même pas les vacciner, ces personnes-là, parce qu'en leur donnant le vaccin, elles ne réagiraient pas et leur système immunitaire ne se développerait pas de façon correcte. Donc, l'importance de la vaccination, c'est pas juste de protéger une personne. Okay? Par exemple, si moi je me fais vacciner, oui, je vais être protégé moi, mais l'importance de la vaccination, c'est que je vais protéger aussi les gens qui sont autour de moi et des gens qui peut-être ne peuvent pas recevoir de vaccin et qui sont peut-être plus vulnérables que je ne le suis. Je vais donner un exemple très précis là-dessus. Moi, à chaque année, depuis 13 ans, je reçois le vaccin contre la grippe. Pas parce que moi j'ai peur de mourir de la grippe. Okay? J'ai déjà eu la grippe, c'est pas le fun. Okay? La fièvre, les tremblements et tout, je me sentais pas bien, mais j'ai survécu. Un peu comme Georges le dit, je suis quelqu'un qui est actif, qui est en santé, qui mange bien. Donc tout ça, puis encore une fois c'est vrai, quand on prend soin de nous, notre système immunitaire va être plus fort. Si on a la génétique qui vient avec. Okay? Les personnes, par exemple, qui ont le déficit immunitaire combiné sévère, même s'ils mangent bio, même s'ils mangent vegan, ces personnes-là ne peuvent pas développer un système immunitaire. Donc l'importance, quand par exemple moi je me fais vacciner, c'est de protéger les gens qui, eux, n'ont pas la chance d'être vaccinés. Et aussi, pourquoi moi je le fais depuis 13 ans, c'est parce que mon fils, un de mes fils, est asthmatique. Donc si moi je me fais vacciner contre la grippe, ben, j'ai moins de chances de le lui transmettre. Okay? Parce que quand on est infecté, OK, puis on a une santé, on va dire, solide, oui, on va passer à travers, oui, on va guérir. Mais si vous regardez, par exemple, les vidéos que Georges a fait sur sa page Facebook, donc quand il était à l'hôpital, il tousse beaucoup, OK? Puis, petite correction, Georges, quand tu tousse comme ça, s'il te plaît, parce que là, tu toussais, puis tu propageais tes virus partout, OK? Mais l'important, OK, si on est vacciné, dans le fond, c'est qu'on limite le nombre de vecteurs, donc le nombre de personnes infectées qui peuvent transmettre l'infection un peu partout autour d'eux. Okay? Donc, la vaccination, on le fait pour nous, si vous le voulez, mais ayez conscience aussi que vous le faites pour toutes les personnes autour de vous qui sont vulnérables. Et aussi, le fait d'être contre la vaccination parce que l'on a un bon système immunitaire, parce que l'on se sait ou se croit en bonne santé et que l'on peut lutter contre tous les micro-organismes, mais encore une fois, c'est une réflexion, je trouve, qui prend des raccourcis. Par exemple, je pourrais dire, moi, je suis contre les chaises roulantes parce que j'ai 2 jambes et l'humanité a survécu sur ces 2 jambes depuis des milliers d'années. C'est un peu réducteur et c'est un peu plate pour les personnes qui ont besoin de chaises roulantes pour se déplacer. Ce serait être même principe, par exemple, que de dire, je suis contre les injections d'insuline parce que moi, mon pancréas fonctionne bien. Ben, c'est pas ça le principe, OK? L'insuline est là pour aider les gens qui sont diabétiques. Et encore une fois, le diabète, c'est pas seulement des gens qui ne se sont pas bien alimentés et qui, ont eu un rythme de vie un peu problématique là, au niveau de l'alimentation, puis du niveau d'entraînement physique ou de conditionnement physique.
Il y a des gens qui, encore une fois, naissent avec une propension génétique à développer ce type de diabète-là, qui serait le type de diabète 1. Donc, je ne peux pas dire que je suis contre les injections d'insuline juste parce que moi, j'ai un système normal. Donc, c'est le même principe. Dire qu'on est contre la vaccination parce qu'on a un bon système immunitaire, ben, c'est négliger et oublier tous ceux autour de nous, que l'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas, ces personnes-là, qui, eux, sont vulnérables et qui, eux, ont besoin ou dépendent de nous, donc de l'immunité de masse que procure une vaccination pour se protéger. Un autre commentaire qui m'agace un petit peu dans l'entrevue que Georges a accordée, c'est le fait qu'il mentionne qu'il est contre le fait de s'injecter des poisons que le gouvernement soit produit ou insiste pour que l'on s'injecte. Donc, il faut faire attention avec le terme poison. Poison, c'est vraiment une substance qui est là pour nuire à la personne et qui va nécessairement ou ultimement la tuer. Il faut avoir des notions de chimie et de toxicité là, avant de parler de choses comme ça. Probablement qu'il fait référence, par exemple, au formaldéhyde qu'on peut retrouver dans certains vaccins. Du formaldéhyde, encore une fois, et là, vous pourrez aller voir mes autres capsules sur l'immunité et sur la vaccination, j'en ai déjà parlé, mais formaldéhyde, on en a dans le sang. Et dans une poire bio, Georges devrait aimer ça, il y a 10 fois plus de formaldéhyde que dans une seule dose de vaccin. Aussi, d'autres produits souvent là, que les gens associent à du poison retrouvés dans les vaccins, c'est l'aluminium qu'on retrouve dans certains adjuvants là, que l'on ajoute aux vaccins pour les rendre plus efficaces. La quantité d'aluminium qu'il y a là-dedans est infime, et dans une journée typique, on mange de 10 à 100 fois plus d'aluminium par jour qu'une seule dose de vaccin. Donc, il faut faire attention à ça. Notion de toxicité. Tout en excès peut devenir dangereux. Même de la vitamine. Vitamine A, par exemple. Si j'en consomme trop, c'est une vitamine qui est liposoluble, je pourrais avoir des problèmes de santé graves. Et pourtant, une vitamine, normalement, on associe ça à quelque chose de positif. S'il y a d'autres substances là, que les gens associent à des poisons dans les vaccins, on peut penser par exemple au mercure, mais de plus en plus l'éthylmercure est retiré des vaccins. En fait, il n'y a plus aucun vaccin au Canada, surtout les vaccins infantiles, qui en contient depuis 2001. Donc, il faut faire attention à ce genre de message-là, que c'est poison, dangereux, quoi que ce soit. Malheureusement, Georges, là-dessus, on n'est pas d'accord. C'est faux. Il faut vraiment bien comprendre la notion de toxicité. Puis quand on parle de produits chimiques, il faut faire attention aussi. L'air que je respire présentement, l'oxygène, c'est du dioxygène, c'est chimique. Le CO2 que j'expire, c'est chimique. Tous les aliments que l'on consomme, c'est de la chimie. Même dans les produits naturels que tu consommes, et même, je crois que tu dis que tu t'injectes des produits naturels, ça reste de la chimie quand même. Donc, il faut faire attention à ça. C'est un message qui peut être dangereux à transmettre. Les gens peuvent développer une peur de la vaccination qui serait irrationnelle. Et ce genre de message-là risque de faire plus de dommages à moyen et long terme ou entraîner plus de décès parce que les gens ne seront pas vaccinés et vont malheureusement peut-être avoir des conséquences graves de la maladie ou devenir des vecteurs et propager cette maladie-là dans la population. Si je me permets de faire un petit détour dans ma capsule là, qui n'a pas de lien avec Georges comme tel, mais de plus en plus, j'entends autour de moi ou je lis sur les réseaux sociaux des gens, surtout aux États-Unis, qui voient par exemple la vaccination, surtout si la vaccination devenait obligatoire, comme une atteinte à nos libertés ou quoi que ce soit. Faut faire attention à ça aussi. La vaccination, c'est un acte social, donc on le fait pour protéger tout le monde, protéger les plus vulnérables. Dans le fond, la vaccination, c'est un peu ce qu'on fait avec le confinement présentement aussi. Si on est confiné, c'est parce qu'on veut protéger les gens les plus vulnérables et donner une chance au système de santé de faire son travail. Mais la vaccination, c'est le même principe. On veut protéger tout le monde. Mais là où je veux en venir, les gens qui disent que c'est une atteinte à nos libertés ou quoi que ce soit, quand vous vous promenez en voiture là, dans un quartier résidentiel puis que la limite de vitesse c'est 40 km/h, est-ce que vous vous dites « Oh my God, ça brime mes droits et libertés, j'ai le droit de rouler à 90-100 km/h dans cette zone-là? » Non, probablement. En tout cas, j'imagine que la plupart d'entre vous ne le faites pas. C'est sûr que des cabochons, il y en a partout. Mais on respecte ça. Pourquoi? Parce que c'est peut-être plus facile de s'imaginer les conséquences
de nos actes. Si je roule à 90 km/h dans une zone résidentielle où il y a des enfants, ben c'est plus facile de m'imaginer que si, malheureusement, je frappe un enfant ou une personne avec ma voiture à cette vitesse-là, ben j'ai de plus grandes chances de la blesser gravement, cette personne-là, ou même de la tuer. Okay? Tandis que les gens ne voient pas, toute évidence, les micro-organismes. Donc, c'est plus difficile de s'imaginer que moi, par exemple, si je suis vecteur, porteur d'une maladie, que je tousse en présence de quelqu'un, que je lui serre la main et que je suis contaminé, donc on ne voit pas cette transmission-là, on ne voit pas la conséquence de nos actes. Donc, si je suis atteint de la COVID, puis je me promène à l'épicerie ou quoi que ce soit et que je tousse, ben, je nuis à tout le monde. Okay? Je pourrais même juste prendre l'exemple de la grippe. Là. Okay? C'est le même principe. Quelqu'un qui a la grippe, qui va dans les transports en commun, qui touche plein d'objets ou quoi que ce soit, donc il met la vie des autres en danger. Vous savez, il ne faut pas être trop dramatique. Là. COVID-19, grippe, oui, c'est épouvantable. Il y a des milliers de personnes qui en sont mortes et il y en aura d'autres aussi qui vont en mourir, malheureusement. Mais la très, très grande majorité des gens vont y survivre. Mais si tout le monde était vacciné contre la grippe et éventuellement, je nous le souhaite, dans un avenir relativement près, qu'un vaccin contre la COVID soit lui aussi produit, ben ça limiterait encore une fois le nombre de décès et je vous incite fortement, si un vaccin sort, à vous faire vacciner. Peut-être pas juste pour vous, peut-être pas juste pour vous protéger vous-même, mais bien pour protéger vos proches, protéger les gens vulnérables, jeunes enfants, personnes âgées, personnes atteintes de cancer, personnes immunodéprimées, que ce soit par la naissance ou la prise de médicaments, les gens qui ont reçu des greffes, les gens asthmatiques, les gens diabétiques. Donc, il y a plein de gens autour de nous, puis on ne le sait pas souvent. C'est pas écrit dans le front de personne. Je suis cancéreux, je suis diabétique, je suis immunosupprimé. Donc, il faut prendre soin de ces gens-là. Et pour terminer, j'aimerais vraiment que l'on se pose la question. Quand on parle de santé, de médecine, à qui on veut vraiment faire confiance? À quelqu'un qui est populaire et qui a son opinion sur certaines choses, ou à un expert de la santé qui a étudié dans le domaine, qui a les connaissances théoriques et pratiques sur le sujet, à qui on veut faire confiance? Quelle est la personne la mieux placée pour nous renseigner, pour nous donner de bons conseils? Il faut se poser la question parce que de plus en plus, on voit des gens qui remettent en question les médecins, des gens qui remettent en question les scientifiques. C'est assez particulier que tout le monde devienne un expert dans des sujets que l'on ne connaît pas. On ne devient pas expert en faisant une recherche de 10 minutes sur Internet, surtout si on regarde ou si on lit plein de sites qui sont anti-vaccins. Ce pas nécessairement les sources les plus fiables d'information. Donc, il faut réapprendre à faire confiance aux personnes du domaine scientifique, aux personnes qui travaillent dans les hôpitaux, médecins, infirmiers, infirmières, inhalothérapeutes ou peu importe. Donc, des gens qui ont étudié dans le domaine et qui ne sont pas là pour vous faire du mal. Ces personnes-là, et je m'inclus là-dedans, travaillant dans le domaine, on est là pour aider, renseigner, et on veut que tout le monde se porte bien. Donc, faites confiance aux bonnes personnes, s'il vous plaît, et non pas juste se fier à l'opinion de telle personne, telle personnalité publique, qu'il soit cette personne-là un joueur de hockey, une vedette de la télé ou de la chanson. Essayez de vous trouver des héros qui ont des connaissances dans le domaine. Il faut aussi faire attention à tous les arguments. Là. Dès qu'un argument, par exemple, commence par « Ah, les Big Pharma », les Big Pharma, il faut faire attention. Là. Qu'une compagnie fasse des carottes bio ou des vaccins, tout le monde est là pour les profits. Donc, il faut arrêter de s'imaginer les pharmaceutiques comme étant de grands méchants loups là, qui sont là pour exploiter les gens. Oui, ils sont là pour faire du profit. Je pense que c'est l'objectif, le but de la plupart des compagnies. Mais les Big Pharma, oui, vont faire des vaccins. Mais les Big Pharma aussi font des pompes à asthme. Je reviens sur mon sujet principal de Georges. Georges, tu es asthmatique, tu as besoin de pompe à asthme. Tu ne veux pas t'injecter un poison par la vaccination, mais tu t'envoies dans les poumons directement des produits chimiques de synthèse. Que ce soit le Ventolin, le Flovent, le Singulair, je ne sais pas c'est quoi que tu prends comme médicament contre l'asthme, mais ça n'a pas l'air à te déranger autant ces produits-là. Pourtant, ce sont des produits de synthèse aussi.
Je dis pas que c'est mauvais. Mon fils prend des médicaments pour l'asthme. Moi, j'en ai déjà pris aussi, surtout pour de l'asthme allergique. Donc, c'est très bien. Okay? Les Big Pharma aussi produisent de l'insuline, puis jusqu'à preuve du contraire, je crois que les diabétiques de ce monde en sont très heureux. Okay? Et pourtant, ces compagnies-là font des milliards de profits par année. Okay? De dire que les Big Pharma sont responsables de tout, encore une fois, là, c'est un peu facile comme argument. Pas mal certain que les compagnies de kombucha ou de produits naturels, elles aussi souhaitent faire des profits. Okay? Donc, il faut faire attention à ce genre de message-là que l'on véhicule aussi.